Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs, pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Blonsart-Kenneth. Une enfance passée en Louisiane, à marcher pieds nus au milieu des gens sympas, une adolescence en skate et musique punk rock à San Francisco, un passage à Taïwan, une arrivée en Berry, ce sont les souvenirs d'Olivier. Libre, c'est un adjectif qui lui va bien, liberté d'entreprendre, de choisir, de penser, de prendre la route. On a parlé de bayou, de surf, de beluga, mais on a évoqué aussi Philippe Gildas, la vague Mavericks ou Retour vers le futur. Allez, je vous embarque à la découverte de Olivier Blonsart-Kenneth, Marty McFly du Berry, Goodberry, c'est parti. Salut Olivier. Salut Stéphane. Je suis ravi de te voir. Je dis souvent, je suis ravi de te voir, mais là c'est vraiment... C'est gentil, moi aussi. C'est vraiment le cas. Dans le podcast, j'aime bien commencer par le début. Je voulais savoir si tu étais berrichon. Pas du tout. Ça part un peu dans tous les sens, que je suis né à Orléans. Ouais. Pour faire histoire courte, ma mère est belge, mon père est français et a grandi à Casablanca. Ils étaient tous les deux passionnés par l'étranger, les États-Unis. Mon père est parti quand il était jeune en Louisiane, et ma mère aussi, donc de Belgique et de Casablanca. Ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont mariés, ils sont rentrés en France, je suis né, et après on est retourné en Louisiane. Et ils faisaient quoi ? Ils étaient en fait profs de français au Codophile. Donc le Codophile, c'est un institut, c'est pas une association, je sais pas vraiment exactement ce que c'est, mais ça permet de garder la langue française présente en Louisiane et d'enseigner le français aux locaux, et puis de continuer à faire perdurer cette langue qui était quand même du coin aussi, hein, parce qu'il y a le cajun, il y a toute la culture francophone qui est là sur place. Et donc le Codophile, ça servait à ça, et ils travaillaient là-bas, donc ils étaient profs de français en fait. D'accord. Et donc toi, tes premiers souvenirs étant gamin, c'est les États-Unis ? Oui, ouais, parce que quand je suis né, je me rappelle pas, je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 2 ans. Et puis après, je suis resté jusqu'à à peu près 9 ans. Mes premiers souvenirs, oui, c'est ça. C'est marcher pieds nus dans les herbes dures et puis manger des écrevisses, quoi. T'en retires quoi de ces années ? Enfin, ça fait toujours partie de moi. J'ai toujours de la famille qui habite là-bas, parce que la sœur de ma mère est partie aussi. J'ai mon parrain qui est là-bas. Donc on garde un lien très proche avec la Louisiane. J'y vais régulièrement aussi. C'est magique, quoi. Enfin, la Louisiane, je ne sais pas si tu connais. Non, mais, je connais pas. Non. C'est une population qui est très accueillante, très ouverte. Ils t'invitent à manger chez eux quand ils te croisent dans la rue. Tu bois des coups avec eux. Tu vas sur les bayous. Donc les bayous, c'est un peu les étangs de Brenne, entre guillemets, si tu veux, avec des grands arbres qui poussent, avec de la mousse espagnole qui tombe, des alligators qui naviguent tranquillement pendant que tu te balades en bateau. C'est tout ça, une ambiance un peu magique et mystique quand tu es dans les bayous. Et puis après, la vie de tous les jours, c'est ça, c'est des gens sympas partout. Et c'est resté comme ça encore aujourd'hui. C'était dans quelle ville ? J'étais à Lafayette. C'était une ville moyenne qui était... tu avais à moitié ville, à moitié campagne, donc on était en bord de ville et c'était cool. Donc là-bas, tu parles tout de suite anglais, Ouais. j'imagine, avant le français ? Je parle les deux, parce qu'à la maison, mes parents parlent français tout le temps. Puis ce qui est marrant, c'est que ma mère, elle enregistrait aussi quand j'étais petit sur des magnétophones des conversations avec moi. Donc je passe de l'anglais au français en permanence. Donc j'étais totalement bilingue. J'ai perdu après, on est rentré en France, en Sologne, à Jouy-le-Potier, à côté d'Orléans, où j'ai passé 5-6 ans. Et après, on est reparti aux États-Unis jusqu'à ce que j'ai 19 ans. Et donc quand tu reviens en France ? Alors quand on est rentré de Louisiane, j'étais perdu, hein. Franchement. Quand tu dis perdu ? À l'école, je comprenais rien, je savais pas ce qu'il fallait faire, j'étais complètement largué. On passe du assez cool à l'école aux États-Unis au plutôt strict, faut rester assis, faut écouter la maîtresse. Puis c'est les années 80, donc avec des instits qui sont un peu sévères et tout ça. Donc c'était un peu violent pour moi. Puis après, je me suis habitué. Puis après, nouveau choc parce que mon père a décidé de repartir à l'étranger. Donc un matin, il dit on part soit à Sydney en Australie, soit à San Francisco. Faut prendre la décision ce soir ou demain, je sais plus ce qu'il dit.
Donc c'était entre guillemets plouf plouf. Ok, on est au mois de, je sais pas, mai, juin, on part en septembre. Donc ça sera San Francisco. Et puis en septembre, on part à San Francisco. Il part pour le boulot. Ouais, là c'est pour être directeur d'un lycée français à San Francisco. Et là, dans ce cas-là, toi, tu veux partir? Non, je m'étais habitué à la France quand même, je m'étais fait des amis forcément, tu sais, primaire, tu te fais des petits copains et tout ça. Puis San Francisco, moi je voyais que les trucs à la télé, là. Ça s'appelait, je sais plus comment s'appelait la série, mais c'était immense et puis je savais pas ce qui m'attendait, donc honnêtement c'était difficile. Quitter tous les copains. Et l'arrivée là-bas? C'était pas facile non plus. Bon, avec le recul, c'est génial hein, tout ça, mais quand t'es dedans, t'as des moments compliqués quoi. Qu'est-ce que t'en retires? Bon, moi, San Francisco, j'ai grandi là-bas, donc c'est vraiment. Donc t'as quel âge à San Francisco? J'ai entre 10 et 19, donc c'est là où j'ai fait l'adolescence, quoi, et puis début de l'âge adulte. Ça fait partie de moi aussi, ça. Tu vois, Et les cours, ça se passe comment? Les cours, donc j'étais au lycée français. C'était à moitié français et à moitié américain. Donc on avait certains cours qui étaient l'histoire américaine, c'était qu'en anglais. On avait certains autres cours, l'anglais forcément c'était du anglais haut niveau. Et puis le reste du temps c'était des cours en français. Et on parlait pareil, américain, français, ça switchait un peu dans tous les sens. Parce que les lycées français à l'étranger c'est quand même une population de... Parce que ça a un coût, c'est des diplomates souvent, des enfants de diplomates, des choses comme ça. Donc tu peux arriver à la rentrée, tu as un Italien qui arrive, tu as un Chilien qui arrive, tu as des Américains. Donc c'est vraiment multiculturel en permanence. Et puis la langue qui nous rapproche, c'est le français et l'américain, quoi. Ouais. Quand tu repars en San Francisco, t'es le petit Frenchie? Non, parce que je suis au lycée français, donc entre guillemets, c'est courant qu'il y ait des Français qui arrivent. Donc. Mais quand je reviens en France, après, à 19 ans, je suis l'américain, par contre. Et du coup, c'est toi qui prends la décision de revenir à 19 ans? Non. Alors, à 19 ans, mon père a une autre idée, c'est de partir à Taïwan. Donc là, ils me disent, mes parents, soit tu viens à Taïwan avec nous, soit tu rentres en France. Décision compliquée, quoi. Après, j'avais 19 ans, donc en même temps, je me disais, ouais, rester avec mes parents, c'est bon, quoi. Ouais. Donc, je reviens en France l'été, ils me déposent à Tours et ils me disent tu vas aller à la fac. Donc la fac, je sais pas ce que c'est. donc ils me disent tu vas aller à la fac. Donc mes parents partent à Taïwan. Je commence une fac d'anglais. Parce que je me dis je sais pas quoi faire, donc autant faire un truc que je sais faire. Autant te dire que la fac, j'y suis pas allé. C'était un peu une année fiesta sur Tours. Finalement, pendant quelques mois, je suis allé rejoindre mes parents, donc je suis resté 2-3 mois avec eux sur Taïwan pendant la période de Noël. Taïwan, qu'est-ce qui t'étonne quand tu vas là-bas? Taïwan, c'était spécial. C'est une culture complètement décalée, quoi. Enfin, à l'époque, c'était dans les années début 2000. On était en 2002, 2001, 2002. Les gens conduisent n'importe comment. Donc ça peut être fil de gauche, fil de droite, mais en fait ils font tout le temps tut-tut avec le klaxon. Donc ils font n'importe quoi, mais comme tout le monde fait tut-tut, il y a une coordination qui se fait. T'as des gens qui se font écraser et qui restent sur le bord de la route. T'avais des taximans, ils mangeaient des trucs. Je me demandais tout le temps ce qu'ils étaient en train de chiquer. En fait, c'était une plante, mais qui était une drogue et ça les excitait. Et ils conduisaient à fond la caisse. Et puis, il y avait des trucs, on avait été, parce que mes cousins sont venus aussi pour qu'on fasse Noël sur Taïwan. Puis on avait été dans un restaurant très traditionnel. Et à la fin du repas, il y a le patron du restaurant qui arrive et qui dit vous avez l'air sympa, est-ce que ça vous dirait de tester les bains parce qu'il y avait une source qui coulait d'eau chaude. Et avec mon cousin, on dit vas-y, on va tester les bains. Et en fait, on rentre dans une grande porte, c'est un peu limite les trucs de kung-fu là, qui s'ouvrent comme ça. Et puis, tu as des gars tout nus partout. Donc, ils disent, faut se mettre tout nu. Et puis, ok, on se met tout nu. Donc, on est deux blancs avec des Taïwanais. Et en fait, c'est bain hyper chaud avec la source bouillante qui arrive et bain gelé. Il fallait faire un switch des deux. Et ça faisait partie de la culture. Et comme ils nous aimaient bien, ils voulaient nous faire tester ce truc. C'était spécial quand même. Tu restais à la fac combien de temps? 2 ans, parce qu'après j'ai dû faire sociaux et puis psycho, je crois. Oh, c'était vraiment de l'amusement.
J'ai rencontré des gens à Tours, j'habitais avec des amis dans un appart en coloc. C'était la fête tout le temps, quoi. Je travaillais dans un bar Place Plumereau, je sais pas si tu connais. Ouais. Donc j'ai fait mon premier job là-bas, à l'Alexandra, ça s'appelait. Ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Ok. Donc Et toi, petit, tu voulais faire quoi? petit, je voulais être archéologue parce que j'ai vu Jurassic Park et j'étais à fond dedans. Je cherchais dans mon jardin, dans tous les jardins où j'ai habité, je cherchais au cas où il y ait des os Dinosaure. de dinosaures, on sait jamais, tu vois. D'accord. Je l'ai pas fait ici encore, mais Et quand t'es en fac, tu veux faire quoi? je sais pas trop. Non, en fait, vraiment, je savais même pas qu'on allait partir des États-Unis. Je savais pas que, enfin, je savais parce que les visas s'arrêtaient, mais j'avais pas trop réfléchi à la suite, pour être honnête. Mes parents sont rentrés. Ils m'ont dit bon bah au bout d'un moment ça peut pas être la fac et la fête tout le temps, hein, ce qui est logique. Donc on a réfléchi à ce que je pouvais faire. Moi, je parlais anglais. J'ai beaucoup voyagé parce que quand on habitait à l'étranger, en fait, on faisait à chaque fois des voyages autour. Donc j'ai énormément voyagé quand j'étais jeune. Donc j'ai fait BTS Tourisme sur Orléans pendant les 2 ans. Et puis après j'ai fait une licence à Bordeaux dans le tourisme avec spécialité. Enfin, j'ai écrit mon mémoire sur les marathons parce que j'ai organisé des marathons à Marrakech pendant ma licence. T'organisais des marathons à Marrakech. Ouais, parce qu'en fait, l'agence de voyage dans laquelle j'étais, à Orléans, Escapade, ils avaient une antenne à Marrakech. Et en fait, ils organisaient depuis plusieurs années le marathon de Marrakech. Et c'était les premiers revendeurs du marathon de New York. Donc c'était une agence très spécialisée marathon. Et donc là, tu penses faire ta carrière dans le tourisme à ce moment-là? Oui, parce que j'ai fait pas mal de stages dans des agences un peu comme ça. Puis mon premier job, du coup, c'était organiser le marathon de Marrakech, puis des événements sportifs, touristiques. Et puis après, je vais à Paris parce que j'ai trouvé un job sur une chaîne de télé qui s'appelle Voyage. Je suis entre guillemets commercial, mais c'est vraiment mes débuts. Je suis avec le directeur commercial de Voyage, qui était à l'époque celui qui avait créé Top Reza, qui est le plus gros salon du tourisme français. Et le job, c'était de trouver des tour opérateurs pour faire de la pub sur la chaîne. TUI, Fram, c'était mes contacts. Puis on leur proposait de faire des spots pub sur Voyage. Puis là, c'était génial parce que t'étais en open space à l'américaine. Chacun avait sa télé sur son bureau. Pareil, c'est 2005, je crois, quelque chose comme ça, 2006, peut-être un peu plus tard, je sais plus. Il y a des fêtes tout le temps, parce qu'en fait, c'est dans les mêmes bâtiments que la Fox, ceux qui distribuaient les films en France. Et en fait, on partageait les mêmes bâtiments. Donc, on allait voir les films en bas, en avant-première, on remontait en haut, on faisait la fête avec les gars, puis il y avait des gens un peu connus, parce que je travaillais avec Philippe Gildas, qui était tout en bas, qui faisait des émissions sur le tourisme. Bah, il était dans nos bureaux tout le temps, on rigolait avec lui. C'est à l'époque, il avait arrêté Canal+ et tout ça, mais il faisait des émissions sur le tourisme. On côtoyait Antoine de Maximi, qui fait J'irai dormir chez vous, qui est devenu un ami à cette époque-là. Du coup, c'était trop rigolo, quoi. Puis il faisait des grandes fêtes, parce qu'ils avaient des budgets énormes, donc... autour du tourisme, autour du voyage, autour de la télévision, du cinéma. Enfin... Après, je suis retourné à Tours parce qu'il y avait une agence qui vendait des séjours linguistiques. Comme je parle anglais, comme j'aime les voyages et que j'ai travaillé dans tout ce monde-là, j'ai bossé pour eux pendant quelques années. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre d'avoir des patrons. J'aime pas les gens qui me donnent des ordres, donc j'ai dit bon bah je vais partir. Et puis c'était un moment charnière parce que j'avais rencontré une berrichonne. Donc j'ai dit bah je vais aller vivre avec elle dans le Berry, donc à côté de Châteauroux. C'est là que je découvre le Berry et c'est là que je monte une agence de séjour linguistique à Vatan. Tes premières impressions avec le Berry quand t'arrives? Ah j'ai bien aimé. Ça, au tout début, ça me faisait un peu penser à la Louisiane, vaguement. Hein. Des grands espaces, les gens étaient plutôt sympas, c'était plus cool, plus posé, parce que tu sais, quand tu étais à Paris, Bordeaux, Tours, tout est un peu speed, et puis les gens sont dans leur monde, et puis voilà. Puis donc là, j'arrive, on rencontre les voisins, ils sont sympas. Premier coup de foudre, entre guillemets, c'est je découvre l'aéroport de Châteauroux. J'adore les avions, parce que j'ai voyagé énormément, j'ai passé beaucoup de temps dans les avions en ligne, et puis je découvre cet aéroport avec ses 2 entrées. Puis je fais, wow, c'est génial, quoi. T'es en plein milieu de nulle part, t'as des gros avions qui arrivent et qui se garent là, qui font des décollages, des atterrissages, c'est top.
C'est quoi l'idée? C'est que tu veux bosser de l'aéroport? Beaucoup de gens ont eu cette réflexion. On a un aéroport, on a des avions, on a une grosse piste, on peut faire décoller n'importe quoi. Pourquoi on ferait pas des voyages depuis l'aéroport? Donc j'avais proposé des choses avec mon agence de séjour linguistique avec des départs de Châteauroux, mais c'était galère, hein, donc ça coûtait trop cher. Et donc tu montes ton agence à Vatan? Je monte mon agence à Vatan. J'avais acheté un Algeco, tu sais, les bungalows de chantier là. Ouais. J'avais mis ça dans mon jardin. J'avais fait des bardages bois, j'avais fait un truc sympa, hein, ça ressemblait plus à un Algeco. Et j'ai commencé là-dedans. Mais après, honnêtement, je vendais pas trop à des berrichons. Je vendais beaucoup sur Internet. Ça s'appelait comment? OBK, formation linguistique. Olivier Blonsard Kenneth. C'est moi. Et puis après, j'ai trouvé un local en centre-ville de Vatan. D'accord. Ça a tourné, j'ai fait ça pendant 6 ans, je crois. 6-7 ans, ouais. C'était pas fou, hein. J'arrivais à en vivre et puis c'était rigolo. J'ai fait des trucs en plus complètement funky, hein. J'ai envoyé des gens à Hawaï pour apprendre l'anglais et avec des cours de planche à voile. Tu vois, c'était des trucs un peu décalés. Et puis j'étais membre de l'UNOCEL, ça s'appelait à l'époque. C'était un regroupement d'agences de séjour linguistique. On avait une base de données de contacts à l'étranger qui était référencée et puis sûre, parce que t'envoies quand même des enfants à l'étranger, quoi. Ouais. Et pourquoi t'arrêtes? J'arrête parce que on se sépare avec ma compagne. Tout est très compliqué. Travailler tout seul, rentrer chez soi tout seul. J'ai un enfant à élever à mi-temps tout seul. Ça marchait, mais c'était pas non plus florissant. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver autre chose. Et puis, c'était une période de ma vie un peu bascule, tu vois. Donc, j'arrête. Et puis, je trouve tout de suite dans la foulée un job à Châteauroux. Il y avait une boîte qui faisait des panneaux numériques publicitaires qui s'appelait Pic City à Châteauroux. Et puis, je commence à commercialiser tous les écrans sur Châteauroux, Clermont-Ferrand, Bourges. Purement commercial. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est le côté faire des clips. Je montais pas, mais j'étais conseil sur comment faire des clips, ce qu'on peut faire. Je faisais des fois des petites vidéos. C'était pas du tout ce qui était fait, parce qu'on faisait tout en motion design. Mais moi, je faisais quand même des vidéos avec mon portable pour avoir des images en vidéo qu'on puisse après retranscrire sur l'écran qui était dans... Ça doit durer 4-5 ans. Et puis la société est rachetée par une boîte en Vendée. Sauf que là, il faut que j'aille régulièrement en Vendée. Pareil, j'ai toujours ma fille à mi-temps, donc aller en Vendée, puis revenir. Et puis en plus, j'avais un secteur qui s'était élargi. Enfin bon. Et puis j'avais des patrons, donc moi, j'aime pas les patrons. J'ai compris. Et ben, je dis, je vais monter ma boîte, encore une fois. Ouais. Et puis là, en fait, je monte pas ma boîte, je m'associe avec 2 gars qui ont une boîte qui fait du recrutement et puis des bornes photo Smilebox. On développe la partie vidéo, justement, sur laquelle je suis. Tu les rencontres comment? Je rencontre Comme la vie, donc avait monté la Smilebox, que tu as interviewé, je crois, il y a quelques mois. Je rencontre Comme la vie sur des événements, parce qu'il est tout le temps avec sa borne photo, tu vois, il est tout le temps derrière, en train de sourire, en train d'amener les gars et tout. Puis à chaque fois je le vois, je rigole avec lui, on sympathise, et puis on reste en contact comme ça. Puis un jour, il me dit, bah, tu sais, nous, on a notre boîte, la partie production audiovisuelle, il faudrait peut-être la booster un peu. Toi, tu as des compétences sur la partie audiovisuelle, et puis c'est arrivé comme ça. Ok. Je rentre dans le projet, on monte une marque qui fait la production audiovisuelle, et puis après on fusionne le tout. Donc aujourd'hui on a We Are Evolution, qui est une agence de marque employeur créative, qui regroupe justement recrutement, marque employeur, vidéo, et puis les Smilebox qu'on loue un petit peu partout. Tu m'as parlé de musique. Ouais. C'est quoi ton rapport à la musique? Quand j'étais à San Francisco, je découvre le punk rock. Le skate punk, enfin ce qu'on veut, chacun appelle ça comme il veut. J'arrive à San Francisco, donc j'ai 10-11 ans, et c'est à l'époque où il y a Offspring qui sort son album Smash, il y a Green Day qui sort Dookie, et il y a plein d'autres groupes autour qui sont de la région, de San Francisco, qui font du punk rock. Et je tombe amoureux de cette musique, enfin, je trouve ça génial, c'est speed et tout. Puis moi je faisais du skateboard et du surf. Enfin, du bodyboard, j'ai commencé par le bodyboard. Et puis c'était la musique qu'on entendait tout le temps sur les skateparks et tout. Donc je dis à mes parents, je veux une guitare, j'ai envie de faire du punk et tout.
Je trouve une guitare et puis après, j'écoute tous les morceaux sur mon casque. J'essaye de les jouer. J'ai jamais pris de cours de... Ah, t'as jamais pris de cours? Non. En fait, quand j'étais petit, je faisais du piano, mais à l'oreille, et de la flûte à bec à l'oreille. Je pense que j'avais un don parce que j'entendais un truc, j'arrivais à le jouer à la flûte. Je jouais la Zoubida, des trucs comme ça, ou Fort Boyard, tu vois. Mais j'arrivais à jouer tout et n'importe quoi à la flûte. Et puis la guitare, c'était les accords barrés. Bon, on m'a dit comment ça se faisait, parce qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque. En punk, c'est que des accords barrés, de toute façon, c'est pas compliqué. Et en fait, mon cousin en France, il adore le punk rock aussi. Donc quand on se voit, on s'échange des CD, etc. Puis lui, il monte un groupe. Et puis je me dis, plus tard, si je rentre en France, je vais aller dans ce groupe-là. Donc je m'entraîne pendant toutes mes années à San Francisco. Je vais voir des concerts dans tous les sens. Tous les groupes que j'adore, je vais les voir en concert. Il y a un concert qui te marque? Ouais, c'est le dernier que j'ai. C'était dans les années fin 2000. Début 2001, c'était le Warped Tour. En fait, le Warped Tour, c'est un tour qui fait tout le tour des États-Unis. C'est que des groupes de punk rock. Sur cet événement, tu as des compétitions de BMX, des compétitions de skate. Tu as 3 ou 4 scènes avec des groupes de punk qui jouent dans tous les sens. Et puis tu peux boire, tu peux manger, tu peux passer 2 jours là-bas. C'est un peu comme le Hellfest, mais de l'époque, tu vois. Ouais. Ça, c'était génial parce que il y avait tous les groupes que j'adorais. C'était juste avant mon retour en France, donc j'en ai profité à fond. Et ça m'a marqué, ouais. Donc t'intègres le groupe? J'arrive en France, je dis, je vais faire de la guitare avec vous, les gars. Ouais, ok. Et puis là, on commence à faire des répètes 1 à 2 fois par semaine. Parce qu'en fait, on voulait faire un album, on voulait faire des concerts, on voulait faire des tournées. On fait ça moi, je fais ça pendant 8 ans. On fait 3 albums. On va même enregistrer dans un studio où nos groupes phares français enregistrent avec le même mixeur, le même gars qui fait le mastering, parce qu'on voulait prendre les meilleurs de notre... Et c'était où? C'était à Blois, au studio Pôle Nord. Le groupe s'appelle comment? Just Another. Et puis donc on sort un album, on envoie ça pareil au label. On n'a jamais été pris par un label, mais on a eu des articles dans des magazines qui s'appellent Rock Sound ou Punk Rock. C'est des magazines qui sortaient régulièrement, donc on était super fiers, tu vois. Donc. Les CD, on les retrouve? Il y a quelque chose sur YouTube? Non, parce que ça date. Hein. On a dû s'arrêter en 2008, tu vois. À l'époque, on avait peut-être un MySpace. Ah oui. Là, les gars ont reformé le groupe. C'est un peu plus mou, parce qu'on est un peu plus vieux, mais c'est sur Orléans. Moi, je peux pas y aller tout le temps, mais je vais leur faire. C'est pareil, ils y connaissent rien en réseaux sociaux, donc je vais leur faire une page Facebook, un Instagram, ou j'en sais rien. Et ça s'appelle toujours Just Another? Non, ça s'appelle rien pour l'instant. Pour l'instant, ça s'appelle les vieux qui font du rock'n'roll dans un grenier. Et toi, tu joues toujours ici? Un peu? Moi, je joue un peu avec ma fille. En fait, j'ai une petite salle de musique, je te montrerai après. Ouais, top. Quand j'ai construit ici, j'ai fait une petite pièce pour faire de la musique. Donc ma fille a une batterie électronique, moi j'ai une guitare, j'ai des amplis. J'ai un Mesa Boogie, je peux pas le mettre. Il va jusqu'à 12, mais je le mets sur 0,5, sinon ça fait trop de bruit dans la baraque. Mais Ouais. je joue de temps en temps avec elle, donc j'ai essayé de lui apprendre les bases de la batterie. Donc, elle y arrive bien, donc je peux faire des morceaux avec elle. Ah, cool. Ouais. T'aimerais revenir aux États-Unis ou ta vie elle est ici maintenant? Je suis ouvert à tout. Pour l'instant, je reste ici parce que j'ai ma fille, on est en garde alternée. Elle a 13 ans, mais je pense que dans quelques années, on va bouger. Ouais. Elle a envie d'aller aux États-Unis. Parce que je l'emmène en Louisiane de temps en temps. Elle adore les États-Unis. Elle a un lien, parce qu'en fait, quand elle était toute petite, je lui parlais qu'en anglais. Elle comprenait pas pourquoi je lui parlais en anglais et personne parlait anglais ici. En fait, elle a eu le déclic quand je l'ai emmenée en Louisiane la première fois. Elle s'est dit, mais waouh, tout le monde parle anglais ici, en fait. Et elle s'est dit, ça sert à quelque chose. Et comme elle a cette capacité de parler anglais, elle se dit, je vais aller habiter à l'étranger, quoi. Dans le caractère américain, qu'est-ce que t'aimes bien et qu'est-ce que t'aimes moins? Alors, il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de caractère américain, parce qu'en fait, chaque État a sa propre culture, sa façon de vivre et tout. Le caractère américain, par exemple, de Louisiane, je l'adore. Le caractère américain de Californie, un peu moins. En Louisiane, les gens sont très ouverts, très sympathiques. La dernière fois qu'on a été là-bas, on est resté 10 jours, on a été invité 4 ou 5 fois chez des gens qu'on connaissait pas, tu vois.
Parce qu'il dit, on fait une fête pour manger du crawfish, des écrevisses. On invite tout le monde du quartier. Est-ce que vous voulez venir? Bah ouais, vas-y, on vient. Et en fait, ils font ça dans le jardin. Ils ont des gros seaux d'écrevisses qu'ils versent dans des grosses marmites. Ils font des écrevisses bouillies avec des épices. Puis après, tout le monde vient dans le quartier. Tout le monde peut inviter quelqu'un. Et puis, tu manges jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et puis voilà. Puis ça, c'est cool, tu vois. Mm. En Californie, c'est un peu plus rigide, chacun chez soi. Enfin, c'était le ressenti que j'avais à l'époque. C'est moins ouvert. Et puis en Californie, c'est hello, ça va, ouais, super, machin. Puis en fait, il peut pas te saquer le gars derrière, tu vois. Et tu le sais, mais tout le monde est comme ça. C'est du faux sympa. C'est pas comme ça partout. Hein. Ça, c'est mon ressenti, mais ça, c'est le truc que j'aime pas, tu vois. C'est le côté un peu faux cul. Même si c'est cool dans l'ensemble parce que tout le monde est gentil, tout le monde sourit et tout. Mais c'est pas franc, tu vois. T'as creusé un peu l'histoire des Américains ici à Châteauroux, c'est un truc qui t'intéresse? J'ai regardé un peu l'histoire des Américains sur Châteauroux. Forcément, je m'y suis intéressé. Je trouvais ça génial aussi. Au départ, je cherchais une maison à Brassiou parce que je voulais habiter dans une maison américaine, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est très mal isolé, donc j'ai lâché l'affaire. Mais tu vois, les maisons sur un étage, machin, ça me faisait penser à la Louisiane, justement. Tu vois, pas de grillage devant, ouvert, un jardin, une maison de plein pied, assez basse. Et puis j'ai cherché, mais il n'y a plus beaucoup d'Américains. Je trouve qu'on a un peu perdu cette histoire. Mm. Non, j'ai fait l'histoire de cet endroit, par contre. Et alors? C'est pour ça que je l'ai acheté aussi, parce qu'ici, c'est un ancien garage automobile qui était en activité durant la guerre. Le garagiste, c'était Marcel Fleuret, et c'était un des résistants locaux. Et c'est celui qui a accueilli Georges Béguet en 1941 pour faire passer les premiers messages, tu sais, rue des Pavillons. Oui. Et en fait, ici, c'était la boîte aux lettres. Donc c'est là où tous les agents secrets se retrouvaient, dans ce garage, dans cette pièce. Ah, génial. Donc ça, j'ai fait l'histoire en entier, tu vois. Je te dis, c'était complètement à l'abandon. Hein. Dehors, il y avait une dizaine d'arbres géants. C'était la jungle. Ici, c'était vraiment un garage, mais il y avait de la tôle qui tombait. Enfin, tout était en ruine. Puis j'ai découvert le lieu. J'ai fouiné. J'ai trouvé l'histoire calée derrière. Puis j'ai dit, vas-y, je le prends. Et puis je me fais 2 ans et demi de travaux et puis on est là. Ton rapport avec les États-Unis, avec l'histoire américaine aujourd'hui, on en a beaucoup parlé avec les élections présidentielles. Ouais. Ton regard là-dessus? Oh, Trump, j'ai le même avis que tout le monde. C'est un gros bouffon. Hein. Je suis pas dans la politique, mais ma famille qui habite là-bas et qui est vraiment dans le cœur du truc a dit qu'il est en train de tout détruire et il part en vrille. Mais comment t'expliques qu'il y a autant de gens qui votent pour lui? Je sais pas, j'arrive pas à expliquer ça. Après, t'as beaucoup d'Américains qui ont des idéaux complètement space aussi. C'est un grand pays qui est très divisé quand même. Et je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans sa réélection parce qu'il a fait, il s'est montré, je vais tout changer, je vais vous aider, je vais aider tout le monde, etc., etc. Et puis c'est que du flanc pour arriver à la tête du pays, mais il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, qui aujourd'hui se rendent compte qu'il est complètement perché, hein, le gars. Moi, je comprends pas ce truc d'avoir un homme politique aussi timbré sur un pays qui a autant d'importance sur le monde, quoi. Ok. On a parlé un peu musique, skate. Ouais, skate, j'en fais plus. Hein. T'en fais plus? Je suis vieux. Hein. Bah, j'en fais. En fait, je fais pas de figure et tout ça. Moi, je fais du skate pour me balader. Bon, on a de la chance d'avoir un super skatepark à Châteauroux. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc t'y vas? J'y vais, ouais, avec ma fille. Je lui enseigne, entre guillemets, les bases que je connais. Et puis moi, je traîne derrière, tranquillement. Je navigue. En fait, j'ai pris un skate pour continuer à me bouger comme le surf, parce que je fais du surf. Pas à Châteauroux, quand je peux, tu vois. Mes parents habitent en Bretagne maintenant, ils habitent plus à Taïwan. T'as appris le surf où? À San Francisco. Bah, c'est qu'en fait, il y avait des vagues de dingue en dessous, pas très loin du pont, du Golden Gate. Ouais. Et puis, bah, je te dis, la culture punk, machin, c'est skate, surf, rock'n'roll, etc. Je voyais des gars qui faisaient du surf et en fait, j'ai commencé par faire du bodyboard. Tu sais, les morets, on appelle ça un moret de temps en temps. C'est une planche où tu es couché dessus et tu peux te lever un peu. Et donc j'ai fait ça pendant toutes les années où j'ai vécu là-bas, parce qu'on allait régulièrement à Santa Cruz, donc qui est un petit peu plus au sud de San Francisco, et Half Moon Bay,
En fait, Half Moon Bay, il y a une grosse vague. C'est la première vague qui a été découverte. C'est une histoire un peu funky aussi. C'est que tu as Half Moon Bay, donc c'est une baie. Et tout au bout, tu as un massif de rochers sous l'eau. Et ça crée une vague, mais qui fait. Elle s'appelle Mavericks, la vague. Ils ont fait un film il y a quelques années dessus. Et ça fait une vague, je sais pas, de 30 mètres de haut. Et en fait, tu as 4 ou 5 gars qui avaient découvert cette vague et qui surfaient dessus régulièrement, mais ils l'ont dit à personne. Et en fait, le secret a été percé à l'époque où j'habitais là-bas, et tout le monde a découvert Mavericks. Moi, j'y suis pas allé, c'est trop gros. C'est un peu comme Jaws à Hawaï, tu vois. C'est des grosses vagues mythiques, tu vois. Nazaré au Portugal. Toutes ces vagues, c'est des vagues un peu mythiques, énormes. Et nous, on surfait pas sur Mavericks, mais un peu plus au sud, pas très loin. Et donc, j'ai fait du bodyboard. Bon, je fais toujours du bodyboard. Et puis il y a quelques années, je me suis mis au longboard. Parce que les vieux, ils se mettent au longboard, tu vois. C'est des grandes planches, tu vas tout doucement, tu fais pas trop de figures. Tu te prends une vague pendant 2 minutes. Si t'es 2 minutes, t'es bien. Bah, ça, c'est une passion. Ça me manque quand même. Ah, ça te manque? Ouais. Bah, c'est la mer qui me manque en fait. Tu vois, le fait d'habiter ici, j'aime bien, mais quand j'étais aux États-Unis, j'allais surfer très souvent. Quand j'habitais à Bordeaux, j'allais surfer très souvent. Et puis quand j'étais à Tours, je faisais les allers-retours. J'étais jeune, je m'en foutais. Je partais une journée, je faisais du surf, je revenais le soir. Et puis, ouais. En te suivant sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a toujours un rapport à la liberté. Ouais. Bah, je me dis qu'il faut profiter de la vie, quoi. Faut pas enfin, après, j'ai une vision un peu spéciale, peut-être parce que j'ai vécu à l'étranger, mais je trouve ça triste, les gens qui vivent dans leur maison, qui vont au travail, qui rentrent, Enfin, je trouve ça triste pour moi. Ça se trouve, il y a des gens qui trouvent ça super. Oui. Mais moi, j'aime bien explorer, découvrir, rencontrer. Il y a un côté sans attache. Ouais. Bah, en fait, je suis sans attache parce que quand on me dit tu viens d'où, je sais pas. Tu vois? Le Berry, c'est là où j'ai vécu le plus longtemps de ma vie. Hein. Olivier, pour finir le podcast, j'ai quelques petites dernières questions rituelles. Je voulais savoir si tu avais un livre à me conseiller. J'en ai pas mal des livres, après lequel choisir. Bon, j'en parlais dernièrement, je l'ai proposé à quelqu'un qui l'avait jamais lu. Je pense que tout le monde devrait lire. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. D'accord, pourquoi? Parce que c'est une histoire d'aventure humaine, je ne vais pas trop en dire. Et c'est un petit côté spiritualité, mais ça permet de voir la vie d'une façon différente et plus positive. Bon, j'en dirai pas plus. Faut le lire. Si tu avais un film à me conseiller, ton film préféré? Mon film préféré, je vais parler de Jurassic Park au tout début. Un de mes films préférés, c'est Retour vers le futur. Lequel? Le 1. Le 1. Ouais. Pourquoi le 1? Parce que c'était magique, c'est le début de tout. C'est la voiture qui sort du camion, c'est la petite musique qui va bien. J'adore les films aussi, hein. Ça c'est un truc que j'ai pas dit. Tu vois, j'ai un écran de cinéma. J'adore le son aussi qui va avec le film. J'adore la musique de film. Et je trouve que les films des années 80, 90, enfin même ceux d'avant, hein, mais c'est que j'en connais un peu moins, ils avaient vraiment une âme et puis une musique qui va avec et puis une ambiance et tout, que je trouve qu'on retrouve un peu moins dans les films aujourd'hui, dans l'ensemble, hein, sauf des films indépendants. Mais j'aimais bien que, tu vois, quand tu dis Jurassic Park, tu as tout de suite la musique dans la tête. Quand tu dis Retour vers le futur, tu as la musique dans la tête. Tu vois, aujourd'hui, tu dis, je sais pas, n'importe quel film récent, tu sais pas ce qu'il y a comme musique. Ou c'est de la musique, ils ont pris une musique de quelqu'un, d'un artiste récent qu'ils ont mis dans le film, tu vois, mais il n'y a pas la musique du film. Et Retour vers le futur, en plus, c'est quand même américain aussi. C'est très américain. Il fait du skate, il est aux États-Unis, il est libre, tu vois, on voit quasiment jamais ses parents. Ouais, il fait du rock, voilà. Je pense qu'il y a un petit truc. Bah, de toute façon, ma première guitare, je voulais que ça soit la même que celle de Marty McFly dans Retour vers le futur, donc c'est qu'il y a un truc, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que tu as une série que tu aimes bien? En série française, j'ai bien aimé Le Bureau des légendes. Pourtant, je suis pas dans tout ça, mais j'aime bien le côté service secret, tu vois. Est-ce que tu as une petite phrase que tu te répètes souvent, que tu aimes bien? Avoir des projets, ça c'est un truc que je me dis tout le temps. Faut tout le temps avoir des projets. Et ces projets, c'est quoi?
de faire des... Parce que là, tu vois, justement, on parlait d'ici, où j'ai construit une partie, ce serait de continuer à construire des petites choses ou de rénover des petits locaux pour mettre en location. Ça, c'est des projets. J'ai d'autres projets plus, entre guillemets, artistiques. Parce que j'aime beaucoup faire de la vidéo, de la photo. J'aime beaucoup l'art aussi. Je fais un peu de peinture et de dessin et je me dis que photo, peinture, dessin, je sais pas. Je vais peut-être faire un truc autour de ça à un moment donné. Petite galerie. Ouais. Olivier, dernière question sur le podcast. Oui. Quel est ton endroit préféré en Berry? C'est l'aéroport de Châteauroux. Bah, tu parles de liberté, je crois que c'est le mot qui va rester là, mais te dire que tu as un aéroport où tu peux prendre un avion et puis partir ailleurs. Ouais. Déjà, la symbolique, l'endroit, et puis l'histoire, parce qu'on a parlé des Américains, mais il y a aussi l'histoire de Marcel Bloch, Marcel Dassault, qui a quand même construit tout ça pendant la guerre ou avant la guerre, je sais plus, mais... Bon, j'essaye d'y aller pour le boulot déjà régulièrement, parce que j'adore monter dans les avions. Je suis passionné d'avions de ligne. Mais je pense que c'est ma Madeleine de Proust, en fait. C'est la première fois où je suis monté dans un avion pour aller quelque part. C'était magique, vraiment, tu vois. Te lever à 2h du mat pour aller à Paris, t'es pas réveillé, tu montes dans un gros truc où t'as plein de gens. Quelque chose qui vole, c'est fou, quoi. Tu vois. Et c'est resté en moi. Enfin, tout le monde se fout de ma gueule à chaque fois que je vois un avion dans le ciel. Je fais, oh, c'est un A350. Tu vois, quand il y a un beluga qui passe, c'est un avion cargo d'Airbus. Et c'est un truc, mais énorme. Et je sais pas comment ça fait pour voler. Dès que j'en vois un, je suis fou, quoi. Je dis à tout le monde, mais regardez, quoi, c'est un beluga. Tout le monde s'en tape, mais... Puis j'ai aussi volé pas mal quand j'étais petit, parce que mon père avait son brevet de pilote. Et quand on était pas en Louisiane, en Louisiane, si, on a volé. Et en Sologne, on allait à Saint-Denis de l'Hôtel, il prenait un avion et on se faisait les châteaux de la Loire quand j'étais jeune. Merci en tout cas, Olivier. Bah, merci pour cette balade sympa. dans le temps. Ouais. Et puis à plus. À plus, salut. Salut, ciao. Hello, j'espère que cette conversation avec Olivier vous a plu. J'ai laissé sur Facebook, YouTube et LinkedIn tous les liens de notre discussion. Merci à tous les auditeurs qui partagent les épisodes. C'est le seul moyen de faire connaître ce projet, mettant en avant le Berry. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Restez curieux et prenez soin de vous.